plaisir, la joie de recevoir Noé Duchaufour-Laurence, qui est designer, architecte d'intérieur. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi on a eu l'idée de l'inviter sur la thématique des territoires. Bon, la première, c'est l'actualité de ce livre aux éditions d'Ivoire, et coécrit par Aurélien Fouillet et Emmanuel Bérard. Aurélien Fouillet, il ne vous aura pas échappé qu'il est professeur ici, en mémoire. Et par ailleurs, qu'il n'est malheureusement pas là, c'est lui qui devait animer la conférence, donc je m'excuse pour ceux qui m'ont vu déjà animer toutes les autres de vous ennuyer à nouveau. Mais bon, donc voilà, il n'est pas là, donc je le remplace. Et donc la première raison de l'invitation de Noé, c'est ce livre. Et la deuxième, c'est que la notion de territoire et de lieu et de contexte est vraiment intimement liée à tout son travail. Et je dirais, depuis ses études aux Arts Déco, l'intro est un peu longue, mais c'est quand même pas mal de dire des choses qui sont dans le livre pour ceux qui l'ont pas lu et que les gens connaissent peut-être pas. À savoir que dès ses études aux Arts Déco, Noé a été beaucoup nourri de voyages, notamment une année au Maroc. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Mais également dans son enfance, puisqu'il a habité entre la Bretagne, Paris, l'Aveyron. Et bon, depuis longtemps, il évoque, disons, les paysages et les attaches qu'il a pu avoir avec ces territoires comme étant vraiment les racines de son travail, si on peut dire. Et dernière chose sur les territoires, il a aussi navigué au cours de ses études entre le territoire, on pourrait dire, de la sculpture, de la discipline sculpture, puisque ta formation c'est sculpture à Olivier de Serres, et aux Arts Déco, la section mobilier, design, dirigée par Jean-Claude Maugirard, qui est quelqu'un que peut-être vous connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui a fondé le VIA, mais donc tu vas nous parler aussi peut-être rapidement. Donc voilà, des territoires géographiques et aussi des territoires de pratique, on pourrait dire, qui t'ont beaucoup nourri dans ton travail. Et quand même, une petite transition pour dire que depuis 2016, tu es installé au Portugal et tu as fondé une marque, une galerie aussi, qui s'appelle Made in Situ et qui travaille explicitement sur cette question de que fait-on dans un endroit spécifique, quel type de projet on fait dans tel endroit et avec la terre, avec les gens, avec les goûts aussi, puisque ça implique la cuisine. Mais je vais te laisser peut-être nous parler de ce projet. Mais merci. En fait, oui, en effet, depuis 2017, je me suis installé au Portugal avec vraiment l'idée d'aller vers ce qui était un peu ma source d'inspiration, à savoir des paysages naturels, la mer en l'occurrence, l'envie de redécouvrir aussi de manière un peu plus évidente l'humanité dans les projets et puis bien sûr m'attacher au savoir-faire qui constitue ce contexte. Et c'était ce que je cherchais pendant tout mon travail que j'ai pu faire. Donc, comme le disait justement Vincent, dans plusieurs disciplines qui étaient parfois proches de la sculpture, de l'abstraction, et pour aller aussi vers des choses beaucoup plus simples et évidentes comme l'architecture d'intérieur. Et à chaque fois, je parlais, c'était une sorte de quelque chose qui était assez redondant dans mon travail. Je parlais de l'inspiration qui était la nature, mais en fait de manière complètement décontextualisée, à savoir que je m'inspirais de cette nature, mais sans la vivre, en la fantasmant, et en essayant de trouver des voies un peu étranges pour y accéder, à savoir des matériaux de synthèse, des choses qui sont complètement digitalisées ou autres. À chaque fois, et donc j'ai essayé plusieurs voies, jusqu'au moment où je me suis dit, non, il y a une évidence, il faut que j'aille vers l'artisanat, vers les métiers d'art, vers les gens qui font, qui fabriquent, vers les matériaux directement pour essayer de mieux comprendre et réattacher ces choses-là au contexte. Finalement, c'était plus la nature en tant que telle qui m'inspirait, mais c'était plus le contexte du projet qui a fait naître le projet. Donc, quand je suis parti au Portugal avec cette envie-là, j'avais aussi l'idée de fermer mon studio ici à Paris. Il s'avère que le hasard des choses a fait qu'on s'est retrouvé aussi en parallèle avec une énorme commande de mobilier privé sur laquelle on travaille depuis 3 ans pour un client privé. Et la possibilité de travailler de manière très contextualisée aussi avec des artisans en France, des savoir-faire exceptionnels. Donc, et aussi en parallèle, ayant un peu
voyager dans le monde entier avec mes projets d'architecture notamment, surtout avec ces projets d'architecture, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait énormément dans le fait qu'on ne soit plus attaché à un territoire ou que les idées soient transportées à l'autre bout du monde, qu'on dématérialise un peu, qu'on se retrouve un peu à vivre hors sol. Et j'ai fait des projets, par exemple les boutiques Montblanc, qui sont c'est la charte architecturale pour toutes les boutiques Montblanc dans le monde. Et on se retrouve à implanter le même concept dans 500 boutiques différentes. Ça a été un travail monumental et quand j'ai terminé ce travail avec la Bible que j'ai livrée à Montblanc, tout le monde était très content et moi j'ai dit voilà, ça y est, c'est mon dernier projet d'architecture intérieure, j'en ferai pas d'autres, pour la simple et bonne raison que je ne me retrouvais plus attaché à justement cette histoire de contact. J'étais attaché à des marques, à des identités de marques, à des projets marketing, mais pas forcément à cette contextualisation qui était fondamentale pour moi. Et donc je me suis ressourcé finalement au travers de ce projet au Portugal et j'ai décidé de créer plus qu'une marque, un label ou un environnement de projet. Parce que le mot marque me plaît pas justement par rapport à tout ce que je fuis aujourd'hui et donc j'ai voulu créer un univers dans lequel avec une charte que l'on a décidé que l'on a écrit même pour essayer d'accompagner ce projet en disant voilà, ça c'est le point de départ et on va pas essayer de créer ces règles et de pas déroger à ces règles. Et l'idée c'est d'explorer le Portugal au travers de l'artisanat, de la matière et de l'humain qui transforme bien sûr ces matériaux et d'essayer d'à chaque fois de comprendre les problématiques liées à l'utilisation d'une matière et sans forcément répondre à des problématiques, mais essayer en tout cas de poser des questions. Et j'ai la chance d'avoir pu créer mon espace qui est Made in Situ, donc une galerie à Lisbonne, avec la possibilité aussi d'inviter des chefs. Alors je parle de la gastronomie très rapidement parce que c'est ce qui a un peu inspiré ce projet, savoir que c'est justement en voyant ce qui s'est passé un peu dans la gastronomie. Au départ, on était très content de faire venir à Hong Kong, par exemple, du poisson fraîchement pêché en Bretagne le matin même et avec les 12 heures d'avion qui arrivent et le poisson qui arrive sur l'assiette le soir dans un 3 étoiles Michelin. Aujourd'hui, je pense que c'est presque une insulte de faire ça et c'est quelque chose qui est... Mais je vous parle de ça, je parle de quelque chose qui existe encore aujourd'hui et qui existait surtout il y a 5-6 ans. Et en fait, j'ai beaucoup fréquenté les chefs, beaucoup qui sont des amis, comme Alexandre Gauthier de la Grenouillère à la Madeleine sous Montreuil, dans le Nord d'ailleurs. Vous aviez Patrick Bouchin récemment, je crois. C'est lui qui a fait donc ce projet magnifique. Avec Alexandre qui est un chef passionné par l'art, par l'architecture et aussi par le contexte justement, il glane tous ses produits et tout ce qu'il fabrique, tout ce qu'il transforme dans un rayon très très limité autour de son restaurant. De la même manière, Alexandre Arnald de la Chassagnette, que vous connaissez peut-être aussi, qui est un projet qui est attaché à la Fondation Luma, c'est donc la propriétaire de la Fondation Luma qui a créé aussi ce projet. Et donc là c'est, comment il s'appelle, pardon, mon ami Armand Arnal, qui lui a créé ce projet. Il a un jardin qui est connecté, qui est plus un petit jardin, c'est devenu un immense lieu de fabrication de produits. Et donc ils ont un potager incroyable. Et ils fournissent un peu tous les restaurants maintenant liés à la fondation. Et c'est en voyant ces personnes-là, en regardant et en admirant leur travail, que je me suis dit, mais d'abord on parle de la saisonnalité. Quand le produit n'est pas de saison, on ne peut pas le consommer parce qu'il n'existe pas fondamentalement, sauf s'il a été surgelé, s'il a été transformé, alors conservé, ça c'est une autre chose. On parle aussi bien sûr de vivre avec ce qu'il y a autour de nous et d'exploiter des ressources qui sont très proches de nous. Et bien sûr d'avoir tout un panel de possibilités autour de ça. Et je me suis dit, mais pourquoi, en tant que designer, on ne fait pas la même chose? Alors c'est paradoxal parce que quand je dessine des produits comme je le fais ici en France avec des artisans français, c'est aussi des produits qui vont être exportés à l'autre bout du monde. Mais il y a une sorte de cohérence pour le faire, pour la fabrication, qui me semble vraiment importante. Et ça nourrit aussi énormément le projet. C'est aussi pour moi une manière de m'inspirer, de me nourrir de quelque chose qui est vraiment ancré dans un territoire, dans un terroir. Et au-delà de l'ancrage, bien sûr, géographique, il s'agit aussi d'un ancrage culturel. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, bien sûr, que de dire Made in France ou Made in Portugal. Il s'agit plus de parler du fait qu'on est attaché à des gens qui ont une transmission au travers de leur projet. On peut voir peut-être brièvement des images
Mais on n'a pas vraiment préparé de présentation. Désolé, il y a un petit malentendu. Je crois que c'est Aurélien Foyer qui a mis le bazar dans tout. Il a voulu. Non, non. Non, mais on a fait un. Voilà, il y a quelques présentations. Par exemple, ça, c'est on a identifié 5 ou 6 techniques quand je suis arrivé au Portugal. Donc l'idée, c'est de se promener dans le Portugal, de découvrir des matériaux, des techniques, des savoir-faire, et d'essayer d'amener de créer un dialogue avec ces savoir-faire, pas forcément de créer une plus-value. J'en sais rien, je suis pas le premier, je suis pas bien le passé pour en juger. Les artisans d'ailleurs qui travaillent sur ce projet sont aussi des artistes. Ils ont aussi leur production, donc il a fallu qu'on travaille ensemble, qu'on apprenne à se comprendre, à se connaître. Le Barro Negro, donc c'est une céramique qui est cuite directement dans le sol. Chaque année, ce village au nord du Portugal faisait une suenga, qui est cette cuisson dans le sol, et le reste du temps, ils le font dans des fours. L'idée, c'est de réduire l'oxygène qui est dans le four au moment de la cuisson. Après un certain temps de cuisson, on réduit l'oxygène, on coupe l'oxygène, et la céramique absorbe le dioxyde de carbone. Donc elle devient noire, et c'est pour ça qu'on appelle ça Barro Negro. J'ai créé une série d'objets inspiré soit du paysage, ici ce sont vraiment les montagnes environnantes. On aurait pu vous montrer un petit film qui parle de ça, parce qu'à chaque fois que je fais un projet, je fais un catalogue, une prise de vue sur site, des interviews des artisans, des gens qui sont autour du projet. On fait aussi intervenir d'autres personnes, comme des musiciens, comme des chefs aussi, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure. Et ici aussi une personne qui fait des parfums, donc qui nous a créé une fragrance pour ce projet, inspirée de ce moment où vraiment de la cuisson dans le sol, avec ce côté très humide, terreux, et en même temps très fumé, bien sûr. Donc là, on a une série de lampes qui sont plus des objets un peu abstraits. Donc fait avec cette cuisson là, et ensuite on a oui, voilà, ce parfum par exemple, le Swenga, qui est bon, c'est un diffuseur de parfum, c'est une sphère comme ça qui est posée sur son socle de granit, qui vient aussi de la région évidemment. Euh, et voilà, donc ça c'est, et pour l'instant je sais pas s'il y avait, voilà, ça c'est le site d'exposition que l'on a, la première exposition qu'on a fait en collaboration avec Clémence Farel, une scénographe que je connais depuis très longtemps aussi. On a fait une présentation dans la galerie dans cette terre qui venait justement de l'endroit où on avait cuit les céramiques. Et ici, c'est ces vases, par exemple, qui se connectent les uns aux autres, qui sont l'idée l'idée de créer, de rappeler le fait que cette Swenga est un moment collaboratif. C'est tous les villageois, tous les céramistes du village qui se retrouvent une fois par an, donc, pour créer cette Swenga. Avec le confinement et le Covid, ils n'ont pas pu le faire l'année dernière, donc on a eu la chance, dans ce moment un peu très perturbant, de pouvoir créer notre propre Swenga avec les artisans, ce que j'attendais depuis longtemps. Et il a fallu quand même 1 an de négociation avec eux pour y arriver. Et c'est pas de la négociation, c'est plus apprendre à se comprendre, se connaître, pour ensuite se faire suffisamment confiance pour pouvoir faire un projet comme celui-là. Parce que c'est un projet qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps. Et pour la Swenga, on avait fait donc cette cérémonie, c'était devenu vraiment une cérémonie. On avait choisi un moment particulier, c'était une nuit de pleine lune le 5 juillet l'année dernière, et on avait fait notre cuisson donc à même le sol, en invitant aussi des villageois et un chef aussi, pour faire un dîner spécifiquement pour ce projet. Tout ça nourrit, selon moi, l'objet, quel qu'il soit, et créer un environnement autour du projet, ce qui me semble très important et ce que j'essaie de reconstituer dans la galerie. Ce qu'on a fait par la suite avec... là, on devrait peut-être sortir pour aller voir le projet sur le Liège. Quand je suis arrivé au Portugal, j'y suis allé j'avais donc un déménagement classique, hein, et moi je ramenais ma voiture. Donc je suis passé. J'aimais aussi l'idée de l'itinéraire, de partir de Paris, de se dire que c'est la dernière fois que je partais de l'endroit où j'ai habité pendant presque 20 ans, et que je ne retournerai pas à Paris pour y habiter. C'est un choix. Et donc il y avait ce départ comme ça sur la route qui était très particulier, un moment de libération assez important pour moi. Et donc le voyage en voiture était très important pour moi, ce qu'on ne ressent pas quand on prend l'avion. Je prends malheureusement beaucoup l'avion aussi. Et le fait de se retrouver d'un point A à un point B comme ça, propulsé dans l'espace et dans le temps, est
déconnecte selon moi l'humain, l'homme c'est justement ce dont je parlais, donc du territoire, du terroir, etc. Je suis pas nostalgique non plus, mais j'essaie de faire en sorte qu'on puisse se réinterroger sur la notion de production, de faire, de fabriquer, des raisons d'être de l'objet, c'est quand même fondamental. Et tous les designers disent qu'il y a trop d'objets, mais on continue tous à en faire malgré tout. Ce qui est important, c'est à un moment donné de se réinterroger sur la légitimité de ces objets. Et donc en les attachant à cet environnement, en les extrayant et en essayant de faire en sorte qu'ils traduisent au maximum le contexte dans lequel ils sont nés, on donne un supplément d'âme, enfin selon moi, à l'objet qui est créé. Donc en traversant la frontière, en arrivant au Portugal, je passais par l'Espagne, c'était en plein mois d'août, et cette année-là, il y a eu des incendies terribles au Portugal. Donc c'était il y a 4 ans. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu plus de 110 morts. Et je suis arrivé en plein milieu des incendies avec ma voiture sur l'autoroute, avec la Canadair qui passait partout, la fumée qui était partout. C'est aujourd'hui quelque chose dont on entend malheureusement parler tous les étés dans différents endroits du monde. Et chaque année, c'est un désastre. Réchauffement climatique, mauvaise exploitation des forêts. Pourquoi aussi? Parce qu'on n'a plus de pâturage, on n'a plus de tout un écosystème qui disparaît. Et puis plus d'exploitation, de gestion des sols. Donc c'est vraiment un vrai problème. Et aussi au Portugal, une culture de masse de l'eucalyptus qui est en plus qui n'est pas une propriété du Portugal, mais la plupart sont des propriétés finlandaises, parce que c'est les plus gros fabricants de papier au monde. Donc tout ça pour l'industrie du papier. On se retrouve donc dans une sorte de choses. On veut parler à un moment donné d'un sujet. Là, j'arrive au sujet qui était le liège, parce qu'en visitant une entreprise après avoir vécu ce moment un peu traumatisant, je me suis dit que j'allais faire quelque chose, et j'arrive dans une manufacture de liège. Le Portugal est le plus gros producteur au monde de liège, et je vois un tas de liège, donc qui est liège. On est d'accord que c'est, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est l'écorce du chêne liège qui est récoltée tous les 9 ans et qui repousse et qui redevient ce matériau qui sert donc pour les bouchons, ce que vous connaissez bien sûr, pour les panneaux muraux ou autres, et souvent connoté comme étant quelque chose d'un peu nostalgique, 70, quelque chose de pas forcément très sublimé, on va dire, ou qui n'a pas toujours une très belle image. Et donc ici, ce fabricant reconcasse des morceaux de liège pour en faire des blocs. À partir de ces blocs, on va faire des panneaux muraux, des éléments isolants pour l'architecture. On va mélanger aussi le liège à d'autres matériaux pour en faire des isolants acoustiques, etc. L'idée ici, c'était d'utiliser un liège qui a brûlé au moment de ces incendies, et d'autres, parce qu'il y en a régulièrement. Le liège ne brûle pas complètement, il se noircit à l'extérieur. Hein. Si vous brûlez un bouchon, vous verrez qu'il ne va pas s'enflammer, il va se consumer, il va devenir noir, charbonneux. Et donc on a réutilisé ça, et en fait c'est un matériau qu'on peut utiliser à l'infini, même quand il a été dans cet état-là. Mais c'était le point de départ du projet, c'est ce qui a nourri le projet. Et donc on part de cet objet qui a été, cette matière qui a été touchée par les incendies, pour en faire quelque chose d'autre. Donc on peut filer un peu voilà, on voit le liège on récolte le liège qui a brûlé sur les arbres directement, et pour ensuite les reconcasser. Les blocs étant la matrice du projet, parce que chaque objet est lié à la taille de la fabrication du bloc, à savoir un bloc de 90 par 60 par 17 d'épaisseur. Donc ça, c'est notre format de base, et c'est ce qui nous a permis de créer nos objets par la suite. Dans chaque objet, on a créé nos blocs sur mesure, en faisant des compartiments dans les moules, avec des particules qui sont de la plus grosse à la plus petite. Les plus grosses étant celles qui sont le plus marquées par le feu, parce qu'elles gardent encore les stigmates de cette expérience, de ce moment, avec des parties brûlées. Et les plus fines qui deviennent le liège pur que l'on retrouve à l'intérieur de l'écorce. En fait, même brûlé, il y a toujours du liège pur. Donc on arrive comme ça au fur et à mesure sur la fabrication du bloc. Et ensuite, en assemblant ces blocs, comme on peut voir, la partie basse est beaucoup plus matirée que la partie haute. On va pouvoir commencer à travailler en 3 dimensions. Donc le bloc est la matrice de l'objet, et l'objet en 3 dimensions devient une forme beaucoup plus pure, plus organique par la suite sur la partie haute. On peut faire les collages à l'endroit, bien sûr, où le liège est le plus dense, à savoir qu'il y a les grains les plus petits, parce que les collages ne se voient pas. Si on colle des parties où les grains sont gros, on va forcément voir les assemblages.
Donc ça a été la naissance de ce projet. On a fait une série de mobilier qui est actuellement exposée à la Galerie de Lisbonne, qui s'appelle Burn Cork. Et toujours de la même manière, il est accompagné d'un film. On est parti de l'idée du phénix pour créer ce film, à savoir le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc on a fait toute une mise en scène autour de la fumée qui environne en allant un peu loin dans la narration, mais c'était aussi cette idée de créer une autre dimension dans l'objet, dans la mise en scène. On pourra peut-être montrer... il y a un petit film de 6 minutes, si vous endormez pas déjà, qui, qui peut nous permettre de nous immerger un peu plus là, dans ce projet. Creation is a new birth. We can transform anything, even the most obscure part of our world. Like a plant that grows in a burned field. Like a phoenix.
je voulais dire, au-delà du film, moi j'ai eu la chance quand même d'être invité au vernissage et surtout d'avoir pu venir parce que c'était pas évident. Et non, je veux dire, c'est vraiment un truc qui se vivait aussi. C'est vrai que les pièces sont assez géniales et la scénographie de Clémence Farrell aussi est assez géniale. Et c'est quasiment un spectacle, quoi, le truc. Et puis il y avait, voilà, on était bien reçus. Il y avait un chef, je sais plus, un restaurant que tu connais, qui avait. Enfin, c'était vraiment une expérience totale, quoi, entre le goût, la vision, Il y avait un concert un aussi, oui, avec la concert. harpiste que vous avez entendu. Et Moulinex, il y a un DJ et musicien, compositeur assez connu, enfin très connu au Portugal, et qui est maintenant celui qui s'occupe le sound curator, celui qui s'occupe de tout ce qui est sonore sur les films et sur les installations. Donc on a vraiment aussi une interaction entre le son, l'espace. Ça fait beaucoup d'informations autour d'un objet, mais je pense que la dimension spatiale et immersive est fondamentale, même si il faut toujours trouver la mesure pour que ça ne soit pas quelque chose qui ne prenne le dessus sur le sujet, évidemment. Hmm. Je voulais rembobiner un petit peu la conférence là parce que le chaudron c'est aussi un moment où on cuisine un peu les invités, là je viens d'y penser. Donc je voulais revenir sur ce que tu as dit un moment sur le terme de projet hors sol qui me paraît intéressant. C'est un mot qu'on a entendu aussi dans la bouche de Augustin Berg qui est venu il y a 2 3 ans ici et qui parle dans son dernier livre sur les stars architecture, des architectures justement hors sol. Il a cité d'ailleurs la Fondation Cartier comme un projet complètement hors sol. Et je voulais parler un petit peu de la Fondation Luma, parce que tu en as parlé, je voulais savoir un peu comment toi tu voyais ce genre de projet, parce que c'est un projet qui est... Le projet architectural est pas mal critiqué, le fait que ce soit aussi décalé de l'architecture locale, le fait d'avoir utilisé tout ce titane pour faire un bâtiment qui a une échelle complètement démesurée. Enfin, je voulais savoir, toi qui connais bien de l'intérieur, qui est souvent à Arles aussi, comment tu... C'est un projet assez compliqué parce que, bien sûr, quand on voit le projet fini aujourd'hui, ben, on se rend compte que c'est pour le coup un projet complètement hors sol aussi. La seule réelle interaction qu'il a, c'est une interaction avec le soleil au soleil couchant, parce qu'il y a tout d'un coup la tour qui flamboie et ça peut être le beau moment du projet. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal aussi, comme beaucoup d'entre nous et d'autres personnes, à accepter ce projet. En même temps, Maya Hoffman, qui est donc la fondatrice de la fondation Luma, a aussi beaucoup d'autres. Alors c'est étrange parce qu'elle s'attache énormément au contexte, notamment dans ses projets au travers des ateliers Luma, dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont une sorte de laboratoire de recherche autour des matériaux provenant de ressources locales, donc à savoir le sel, les sédiments, les coquillages, les déchets de balles de riz par exemple, parce qu'il y a une grosse production de riz en Camargue. Et il y a tout un laboratoire de recherche autour de ça pour pouvoir créer de nouveaux matériaux qui sont donc localisés. Et ensuite, ils sont en train de travailler sur des applications, notamment une application qui va être le prochain atelier de la Fondation. Et en parallèle, il y a aussi ce travail avec Armand Arnal sur la chassagnette, la gastronomie, etc. Donc le territoire est fondamental. Et puis tout d'un coup, bah, elle est un peu excessive, Madame Hoffman. Il y a 10 ans, ils ont commencé ce projet il y a 10 ans, il vient de sortir de sol. Elle a eu l'envie de travailler avec Franck Gehry. Et le monsieur, il est un peu âgé maintenant, je crois qu'il sait plus trop ce qu'il fait d'ailleurs. Et donc, bah, c'est sûr qu'il est parti dans un délire qui est complètement décontextualisé, parce que lui fait à peu près la même chose partout. Hein. Donc c'est vraiment l'idée d'une signature qui se pose partout dans le monde. Est-ce qu'on veut une signature comme ça aujourd'hui? Je pense que non. Et par contre, la ville de Arles, qui est quand même une ville dont personne... Enfin, pas grand monde s'y est intéressé jusqu'à vraiment l'événement de la photo et des rencontres photographiques de la ville de Arles, où là, il a vraiment commencé à avoir un intérêt évident. Et puis, au fur et à mesure, bien sûr, la création de cette fondation qui a commencé aussi à prendre, et d'ailleurs, il y a eu un réel conflit entre la fondation les rencontres de la photo au début, pour la simple et bonne raison que la fondation s'est installée sur le parc des ateliers, qui était un des lieux d'exposition des rencontres. Et en fait, tout ce qui est autour de la tour est très intéressant. Le jardin est super intéressant aussi. Malgré tout, il a réussi, Basmet, qui est le paysagiste, qui est un ami aussi, a réussi à créer une sorte d'écosystème en reprenant toutes les espèces et tous les courants liés, enfin climatiques de la région, pour en recréer une sorte d'écosystème et un lieu de rafraîchissement, parce qu'il y a une sorte de point d'eau qui fait que tout d'un coup l'air est climatisé à l'extérieur. Enfin, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que là, on est complètement hors sol sur le projet architectural.
Et il a été en plus un peu massacré par les normes, parce que la tour en tant que telle qui s'est levée dans le ciel, bon, ça fait une sorte de phare comme ça qui arrive en plein milieu de la Camargue, on la voit de partout, on est dans les Alpilles, on la voit, on est dans la Camargue, on la voit. Bon, c'est un signe, elle a voulu poser quelque chose. C'est toujours le truc des égos, une architecture égocentrée pour un projet égocentré. Maintenant, c'est quand même un projet qu'elle a complètement autofinancé, qu'elle a donné à la ville de Arles. Donc tout est un peu compliqué à juger. Il y a des très belles œuvres à l'intérieur, même si on ne comprend pas du tout la manière dont ça s'organise à l'intérieur. Mais juste pour finir avec ce paramètre, c'est qu'ils ont au dernier moment ajouté une sorte de camembert en verre énorme à la base qui crée un sas qui permet de gérer toutes les circulations dans le bâtiment. Donc on est sur un projet très sculptural au départ, qui est une sorte d'éléments qui font vers le sol, et pour gérer tous les problématiques de flux, de sécurité, etc., au dernier moment on impose une grosse boîte qui devient un sas, et là c'est une catastrophe. Ça casse complètement, d'autant plus le bâtiment qui était déjà... pas très réussi. Toi, tu me fais une petite transition parce que je voulais te lancer sur un autre sujet. Tu as parlé de verre et on a parlé de verre et de fondation. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur le travail que tu as fait parce que ça me semble aussi dans le sujet avec la Fondation Hermès cette Ouais, année. j'ai été invité par la Fondation Hermès à être responsable pédagogique de la Fondation. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais dans les grandes lignes, il s'agissait de choisir les grandes thématiques du projet. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec mon ami Vincent sur qu'est-ce que le verre dans la société, la recherche de transparence perpétuelle, comment le verre nous a accompagnés aussi. Depuis le moment où on a commencé à travailler sur le verre qui était une source de lumière dans les maisons, mais aussi dans les églises, une sorte de transfert qui nous permettait de raconter quelque chose venant de l'extérieur. La lumière extérieure à l'extérieur étant profane et l'intérieur étant divin. Le vitrail devenait une sorte de filtre qui permettait à la lumière de devenir divine quand elle rentrait à l'intérieur de l'église. Donc il y a toute une dimension très intéressante autour du verre et comme filtre, mais aussi comme matériau pour nous permettre de regarder plus loin dans l'optique, comme matériau aussi de communication, la fibre optique. Voilà, on a énormément de choses et on se rend compte tout d'un coup donc la fondation Hermès met comme ça le point sur un matériau tous les 2 ans. Donc ça c'était le verre cette année, l'année précédente c'était les 2 ans précédemment c'était le métal. Il y a eu la terre avec Guillaume Bardet. À chaque fois ils invitent un designer différent pour travailler sur la thématique de la matière. Et vous avez bossé aussi sur des territoires particuliers et de manière assez localisée, Alors, je crois. J'ai à la fin de ces, on a des séminaires tous les mois. Il y a eu des tables rondes. Malheureusement, il n'y en a eu que 3 qui ont pu être faites parce que à cause du Covid. Les autres étaient en virtuel. Et donc on s'est retrouvé avec, donc on invite des ingénieurs, des physiciens, des designers, des artisans autour des thématiques qu'on a proposées à exposer leur travail ou leurs réflexions. Et à la fin de ces 6 mois de table ronde de rencontres, on a fait un workshop avec les académiciens. À savoir que la Fondation propose à des académiciens comme designers, artisans et ingénieurs de se réunir. Donc on en choisit 20. 12 artisans, 12 artisans, 4 designers et 4 ingénieurs. Il y en avait 22 cette année, pardon. Et donc on fait un workshop, là on l'a fait au CIRVA à Marseille, Centre international de recherche d'Art Verrier, enfin de Marseille, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça. Et j'aurais imposé comme matière première, parce qu'on a beaucoup parlé du recyclage, du réemploi et de la localisation des produits aussi. J'aurais imposé une bouteille emblématique, enfin j'aurais posé des icônes de Marseille sur la table. Donc il y avait une boule de pétanque, il y avait un savon de Marseille, il y avait une navette qui est le biscuit emblématique et une bouteille de pastis, enfin en l'occurrence 60 bouteilles de pastis. J'aurais dit voilà, ça va être votre matériau de base, ça va être le verre de la bouteille de pastis, qui est un enfer à travailler parce que le verre industriel n'a pas du tout la même souplesse que le verre à souffler des verriers. Et donc les verriers se sont retrouvés avec un matériau qui était une contrainte, mais beaucoup d'ingénieurs. Et en fait, j'ai fait 5 groupes, ingénieurs, designers et artisans pour travailler sur cette matière et faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas bien sûr la bouteille d'origine dans toutes les productions qui ont été faites. Donc il y a une première semaine de workshop qui a été faite, des recherches extrêmement intéressantes, notamment sur la décomposition de la matière, la réutilisation, peut-être la fusion avec d'autres matériaux aussi. Et puis là on va avoir une deuxième semaine en octobre qui nous permettra de finaliser ce travail.
Alors, tu as parlé un petit peu de transparence là. Est-ce qu'on peut parler d'un autre territoire que tu aimes bien? Et les auteurs du livre aussi, apparemment, puisqu'ils prétendent que ce serait un peu la clé de ton parcours, à savoir la mer, MER. MER. Bah, en fait, la mer, oui, l'élément aquatique, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai grandi en Bretagne, je sais un peu pourquoi, mais j'ai grandi en Bretagne dans la baie de Morlaix, dans le Finistère Nord, de mes 6 ans enfin, 18 ans. J'ai fait mes études à Brest et ensuite je suis allé sur Paris. Et oui, la mer était partout. J'étais à 5 minutes à pied ou à vélo en l'occurrence de la mer. C'était quelque chose de fondamental. On la ressent, on la vit. C'est quelque chose quand on est en bord de côte comme ça. C'est quelque chose d'omniprésent. Et ça a été très vite aussi une source d'inspiration autant que de ressourcement, parce que c'est aussi en regardant l'horizon qu'on peut aussi apaiser en fait toutes les choses qui sont en nous. C'est la ligne d'horizon, je crois que c'est quelque chose qui permet de donner un nouveau souffle et d'unifier un petit peu toutes les choses. Et donc c'est un peu ce que j'ai... Voilà, l'attachement à cette mer est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, je fais une pratique récurrente quand je ne travaille pas, ou quand je suis pas avec ma famille, c'est du kitesurf. Alors c'est quelque chose un peu particulier parce qu'on est avec une aile dans le ciel, tout le monde, beaucoup de gens connaissent. Mais après il y a le foil qui est un moment où on est au-dessus de l'eau. Enfin, et je suis tout le temps en contact avec l'eau au final. Et même hiver comme été. Enfin, c'était déjà le cas quand j'étais en France. Et donc c'est quelque chose que je continue aujourd'hui. Et l'attachement, je sais pas. Après il s'arrête. Il y en a. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le travail que j'ai fait récemment, par exemple, pour Punta Country à Murano. On a des Voilà. images de ça, On a des images, ouais, le dernier projet. Laurent, est-ce qu'on... Je crois que c'est là. Ah, c'est après? Non, non. Non, c'était juste mettre un écran pour pas vous imposer les... Ah ouais. Bon, tant pis. Pardon. C'était Col là-bas. Camondo, peut-être là-dedans. Là. Voilà. Allez. Bon, je te laisse. Excusez-moi, je suis très peu habile avec ce PC. Voilà, un peu de transparence et de... Ah Là, bah. c'est noir. Ah oui. Voilà. Donc là, c'est un projet. J'étais invité par Luca Niceto, un designer, avec d'autres designers dans un projet de galerie sur Murano. On vient de présenter ces pièces la semaine dernière. Il s'agit de tables en pâte de verre qui reprennent le mouvement de l'eau dans la lagune. Savoir que dans la lagune de Venise, quand vous vous retrouvez avec un élément rocheux ou autre, ou une île, l'eau a cette ondulation autour de l'objet. Et j'ai voulu traduire ce mouvement simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que le processus de fabrication est vraiment un processus, on pourrait dire, naturel, à savoir que la pâte de verre est coulée dans un moule. Les verriers ont très peu de temps pour la travailler. Ils fendent le verre avec un objet métallique et avec une grosse soufflerie, ils poussent le verre avec l'air qui donne ces vagues. Donc c'est vraiment... la vague n'est pas du tout contrôlée, hormis par l'air et qui est propulsé sur l'objet. Donc on retrouve l'eau, on a l'impression que le verre est aussi en mouvement en permanence. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, des légendes qui circulent sur le fait que le verre est liquide, même une fois qu'il a été solidifié, il continue à couler. Alors on dit que certaines vitres sont plus épaisses en partie basse qu'en partie haute, surtout les vitres anciennes. Ça reste des choses qui sont à vérifier. Mais voilà, c'était aussi cette idée dans ce projet. Voilà, qui s'appelle Madonna del Monte, qui est en fait un monastère, enfin un ancien monastère en ruine dans la lagune, qui est une île privée désormais, qui est dans la lagune de Venise. Quand on avait mené le chaudron sur la thématique du sacré, on avait pas mal parlé d'un historien des mythes qui s'appelle Mircea Eliade et qui avait parlé de l'eau, enfin, du fait que dans beaucoup de cultures, l'eau c'est l'informe par excellence, quoi. C'est ce qui n'a aucune forme et ce d'où émerge la vie et le milieu d'où émergent les formes, mais qui n'en a pas a priori. Qu'est-ce que ça pourrait t'inspirer, cette chose, toi qui kitesurf et qui
et Alors, je qui... suis bu beaucoup dans l'eau, au début beaucoup, quand j'ai commencé le kitesurf évidemment. Avant ça, je faisais de la plongée aussi en Bretagne. Et puis, ben, comme tout le monde, enfin, je sais pas, moi je crois que beaucoup de gens aiment nager. La sensation d'être dans l'eau, c'est un moment très particulier parce que, surtout en fonction de la température de l'eau, en Bretagne, on se rend bien compte qu'on est dans l'eau. Dans certains autres endroits, on a quand même la notion de flotter, d'être dans un élément qui devient presque aérien. Parce que l'eau est presque à la même température que le corps, où on a presque l'impression que les frontières et cette sensation d'être dématérialisé dans l'eau, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc je comprends aussi cette idée que l'eau n'a pas de forme en tant que telle, c'est clair. Dès lors qu'on la met dans un contenant, elle en a une, qui est imposée par le contenant, mais c'est sûr que l'eau n'a pas de forme. Mais ce qui est peut-être pas vrai, parce que si on regarde au niveau moléculaire ou au niveau même de la goutte, sa formation dans l'espace, elle a une forme, une goutte d'eau a une forme. Donc c'est assez compliqué, mais c'est vrai que l'idée de quelque chose que la fluidité soit... Enfin, la fluidité, l'horizon, c'est vraiment des choses qui sont selon moi très importantes pour générer de l'apaisement en fait. Et l'apaisement est selon moi nécessaire surtout dans nos sociétés. Je m'excuse pour cette psychanalyse un peu sauvage là, mais tu as parlé du flottement un peu comme du liquide amniotique, non? Je pense au nom de ta boîte. Ah, Neonata? Ouais. Ouais, alors ça c'est un autre sujet. Là, ça remonte à bien longtemps. Je devais nommer ma société parce j'étais très content en sortant de l'école de créer une SARL. Et donc j'avais trouvé ce nom Neonata qui me permet de parler de Noé sans parler vraiment de Noé parce que j'osais pas trop. Et aujourd'hui, c'est en effet en bas de toutes les factures et les papiers en tête, mais il ne s'agit pas du tout de quelque chose que je revendique spécialement. Mais en même temps, voilà, Neonata, c'est une nouvelle naissance aussi. Mais en même temps, quand on en parle aux Italiens, c'est aussi le service de prénatalité, enfin tous les prématurés dans les hôpitaux. Donc c'est pas terrible non plus comme nom, mais voilà, après, en fait, justement, c'est un sujet qu'on essaye Ah oui. on va essayer de le changer. Non, ce que je veux dire, j'ai l'impression là dans ton travail que la question de la naissance des formes est quand même vachement importante, quoi, y compris dans ce verre. Qu'est-ce qu'on fait pour faire naître la forme? Ah oui, Donc oui. là, tu dis pas grand-chose, c'est juste le mouvement de l'air. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai eu un dessin aussi assez systématique. Enfin, j'ai toujours un dessin qui est très, comment dire, enfin, c'est un flux continu quand je commence à dessiner. Les formes naissent très très rapidement, mais en m'attachant justement à l'idée du contexte, du positionnement, je ne dessine rien par exemple avant d'aller voir les artisans au Portugal. Aujourd'hui, je suis vraiment dans cette démarche-là de retenir le crayon au maximum avant d'être immergé dans un contexte. Donc oui, la naissance de la forme pour le coup naît vraiment de ce moment d'immersion. On peut parler encore d'immersion dans le projet, mais oui, enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Bah si, je crois. Non, le mot immersion, oui, c'est vrai qu'on revient à ce que tu décrivais au début, de se nourrir ouais, de rencontres, de sensations, de saveurs, de goûts, d'odeurs et tout ça. Non, Complètement. Je pense que immersion. c'est ce qui est Enfin, chacun, bien sûr, on a tous notre mot à dire par rapport à ce qui est autour de nous, etc. Mais parfois, il faut savoir se retenir de parler. C'est pas évident quand on a un débit de parole aussi comme le mien. Mais se retenir dans le geste aussi, dans le dessin, dans le mouvement. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de surenchère de production et de création et de gestes et de signes et tout va très vite et on balance les signes aux quatre coins de la planète en 2 secondes. Donc, moi, je ressens vraiment le besoin aujourd'hui de remettre le signe dans un environnement, comme je disais, et que cet environnement finalement génère le signe et le dessin et l'objet par la suite. Euh, On pourrait dire retrouver des racines, même si c'est un peu caricatural comme expression. Oui, enfin retrouver un ancrage Un ancrage, plus ouais. qu'une racine, plus que des racines, un ancrage, une raison d'être, même ne serait-ce que pour nous aussi. Je pense que quand on est trop, alors ça c'est un sujet aussi pour moi qui suis maintenant très ancré à Lisbonne, mais toutes mes racines sont ici. Si on parle de racines culturelles, j'ai grandi ici en France, donc je suis un peu aussi cette personne qui devient un peu sans ancrage malheureusement, mais d'où la raison aussi de réancrer au maximum chaque projet.
Mais c'est vrai qu'il est nécessaire, selon moi, de redonner cette consistance. Ça ne veut surtout pas dire de sédentariser les choses. Ne veut surtout pas dire qu'il faut nationaliser les projets, etc. J'ai très très peur de toute cette caricature qui peut vite arriver dans ces projets. Aujourd'hui, on parle de patrimoine français, d'entreprise du patrimoine vivant, on parle de tout ça. C'est assez dangereux aussi. On se rend compte qu'il y a des patrimoines d'abord. En attaquant par exemple le sujet du Barro Negro, je me suis rendu compte que c'était une technique qui existe partout dans le monde, mais qui est ancestrale. Les artisans de l'époque travaillaient avec ce qu'ils avaient autour d'eux. Ils ne sont pas passés de coups de fil, envoyé de message pour dire tiens, t'as vu, j'ai découvert une technique. C'était quelque chose qui est arrivé pas exactement au même moment et au même endroit, mais il y a eu justement déplacements de techniques, alors qu'ils sont accentués bien sûr avec les flux migratoires, etc. Et je dis ça parce que il est important de rappeler que les techniques sont assez finalement universelles, mais au moment où on les fait, au moment où on le travaille, notamment en l'occurrence avec Shana et Carlos, les deux artisans que vous avez pu voir au début des photos, je réancre tout à coup le projet parce que pour moi en tout cas, il est complètement contextualisé. Les deux personnes font partie vraiment du processus. Leur relation à l'objet est aussi important que ma relation au dessin. Et donc tout ça fait partie d'un ensemble qui a une valeur. Pour moi, c'est encore une fois ce supplément d'âme dont je parlais, ou cette note qui permet de légitimer, selon moi, ce projet. Hier, on avait Michel Lusso, un géographe, qui nous a proposé de penser, avant de penser la forme, de penser les relations, et les relations entre humains et aussi avec les non-humains, avec les territoires, comme comme pouvant être une source des projets. Est-ce que tu serais en phase avec cette Moi, je vision? suis à 200% en phase avec ça. En plus, on se rend compte que, on le voit dans l'architecture vernaculaire, qui est une source incroyable d'inspiration, qu'on a d'ailleurs un peu éclipsé au profit d'une globalisation par le béton, le verre, d'autres matériaux qui sont beaucoup plus faciles à produire à un endroit et exporter dans le monde entier. Finalement, on se rend compte que travailler avec ce qui est là sous nos pieds, alors c'est plus compliqué dans une ville comme Paris, et encore, il y a des carrières autour de Paris, il y a des choses qui existent. Et c'est assez merveilleux finalement de redonner. Et je trouve ça plus profond, plus puissant. Je sais pas, vous avez peut-être tous fait l'expérience de rentrer dans un bâtiment de terre ou dans un bâtiment de briques dans certaines régions, et ce n'est pas la même énergie qui se dégage, même si le béton est merveilleux et magnifique, mais il devient un peu, c'est vraiment ce langage universel qui, selon moi, perd de sa consistance, parce qu'il n'est plus justement connecté à un environnement. Et on se rend compte que quand on a une philosophie qui est de dire ce que je construis vient du sol et repartira dans le sol après moi, on n'a pas le même regard sur les choses que se dire ce que je construis vient de n'importe où et je l'impose au monde et pour des siècles. On a une petite tendance à se penser immortel quand on est humain et créateur, et je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'après nous, il y aura autre chose et les choses doivent bouger, évoluer, etc. Cela dit, il y a de très beaux bâtiments en béton, bien sûr, qui marquent l'histoire, qui sont merveilleux et qui se patinent merveilleusement bien. Mais aujourd'hui, on a un peu une tendance à aller dans la surabondance de ce genre de fabrication universelle. C'est aussi ce dont j'ai voulu m'écarter avec ce projet. Et c'est vrai que je parle de l'architecture vernaculaire parce que c'est un sujet qui est quand même très présent dans le design. On a beaucoup plus de mal à le faire. Dans la production architecturale, il y a quand même pas mal de beaux projets autour de ça. Trouver la singularité des projets en fonction du site. Exactement. J'ai rencontré un architecte au Portugal qui a fait toute une localisation des ressources de chaque sol au Portugal. Et aujourd'hui, quand un client l'appelle, il dit « Ok, je sais avec quoi on va travailler ». Et il va directement prendre la matière dans l'endroit et il a déjà ses formules pour pouvoir la transformer pour créer des bâtiments. C'est un peu ce que fait aussi la Fondation Luma en revenant sur ce sujet avec
la matière. On ne le fait pas sur Made in Sion, on n'a pas de travail fondamental sur le matériau. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on essaie de poser des questions, de s'interroger sur des problématiques liées, encore une fois, à ce territoire ou au contexte, pas forcément d'aller y répondre dans une recherche fondamentale. Alors ici, on est à Paris, mais en fait, on est connecté à Toulon via une appli. Et on va voir s'il y a des questions peut-être qui nous viennent de Toulon. D'accord? Parce qu'on est local, mais on est un peu global aussi. Comment? D'accord, bon bah Une on passe question. le micro. Ouais, ouais, non, sur l'appli, d'accord. Du coup, vous dites que vous voulez arrêter l'architecture intérieure, mais pourquoi pas justement appliquer votre démarche autour des matériaux, de l'artisanat, du contexte à l'espace aussi? Bon, en fait, c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai pas le temps et je pense que je passe beaucoup plus de, enfin, j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler sur un objet que je peux maîtriser dans l'espace que un objet architectural qui est en plus contraint par une multitude d'éléments. Vous le savez bien, ou en tout cas vous le saurez, et c'est merveilleux quand on sait jouer de ces contraintes, mais aussi très énergivore et ça consomme énormément de temps. Donc j'ai pris le parti de m'attacher qu'à l'objet qui était un peu ce que. Et en plus, j'ai un plaisir à travailler avec mes mains directement. Donc c'est vrai que construire des murs en pierre ou autre, c'est merveilleux, mais oui, il y a un vrai sujet quand même qui est le sujet pratique. Et je dois avouer aussi que j'ai beaucoup de mal à gérer le les interactions multiples avec des gens qui ne sont pas forcément concernés par le projet. En architecture, finalement, c'est ce qu'on se rend compte vu qu'on a ce genre de choses à gérer. Il y a un commanditaire, mais il y a aussi une multitude de personnes autour. Et en fait, on doit se battre. Rudy Ricciotti disait que l'architecture est un sport de combat. On doit se battre pour essayer de faire valoir l'idée et pour essayer de faire en sorte qu'elle tienne jusqu'au bout. Je crois que c'est un peu ça qui me dérange. Je suis pas un battant. À ce niveau-là, en tout Ok. cas. Il y a une autre question. Est-ce que la déconnexion à la ville a donné un nouveau souffle à votre créativité? En fait, c'est vraiment ça. Allô? Oui. Merci. Il y a une sorte de renaissance dès lors que je suis parti au Portugal parce que j'étais dans une démarche beaucoup plus cohérente avec ce que je suis fondamentalement. Et c'est étrange parce qu'à chaque fois que je parlais de la nature, de mon inspiration, mon attachement à la nature, les gens me regardaient avec des grands yeux. On comprenait pas bien par rapport au projet même. Il n'y avait pas de relation directe. Je parlais de la nature de manière très sublimée, fantasmée. C'était un fantasme en fait. Et puis une réinterprétation de forme. Aujourd'hui, je fais presque moins de formes dites naturelles ou appartenant à l'environnement naturel dans mes dessins que ce que je le faisais auparavant parce que je n'ai pas du tout le même besoin de l'exprimer. Alors c'était presque de manière, je vais être un peu critique avec tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais j'ai l'impression d'avoir été un peu anecdotique dans cette approche. Plus de l'ordre de l'anecdote, du signe qui permettait de se rattacher à cet élément. Et la renaissance que j'ai pu avoir au travers de ce trajet, de ce déplacement, m'a permis de faire naître des choses qui sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus attachées à ce que je suis fondamentalement et avec plus de vérité. Je pense que toute démarche, on s'en rend compte aussi dès qu'on commence à partir un petit peu, qu'on déconnecte, on retrouve très vite des choses qui sont en nous et une sorte de vérité et qui disparaît très vite dans un écosystème qui est celui par exemple de Paris, qui est une ville en mouvement permanent avec une multitude d'informations. C'est une ville merveilleuse, je viens régulièrement aussi me reconnecter d'une autre manière à cette ville pour d'autres raisons et je trouve ça, et puis j'ai aussi mon équipe ici à Paris. Mais c'est vrai que je retrouve pas du tout les mêmes. Finalement, j'avais pour le coup, j'ai l'impression de rentrer très vite dans de subir l'environnement plus que de le vivre. Et d'être dans cette position justement dont on parlait, d'être déconnecté du sol, donc vivre hors sol, ce qui me semble assez difficile. Mais on retrouve ça un peu partout finalement. On a très vite le quotidien, tout le rythme. Je dis pas qu'à Lisbonne, je suis tout le temps la main dans la terre, hein. Loin de là, et ni les pieds dans l'eau. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions, donc sauf s'il y en a dans la salle.
J'avais une question. Vous m'entendez? Oui. J'avais une question par rapport à votre présentation de vos collections. Vous avez une présentation qui est totale, comme on l'a dit. C'est dû à quoi? C'est quoi là, votre démarche par rapport à ça? C'est qu'on comprenne votre processus? Oui, il s'agit aussi de vous amener. Alors bon, désolé, elle était vraiment pas très bien faite aujourd'hui. On avait juste des images en vrac, mais avec un ordre à peu près établi. Mais c'est d'amener chaque personne qui va s'intéresser à ce projet dans cet environnement de projet. À savoir que, encore une fois, comme je vous disais, la source du projet est aussi importante que le projet final et ce qui va venir par la suite d'ailleurs. Aujourd'hui, mes projets ne sont pas terminés. L'objet de design n'est pas un objet, une finalité en soi. Une fois que j'ai fait cette exposition avec ces pièces qui sont posées dans l'espace, on va lundi par exemple faire notre premier dîner dans la galerie avec des chefs qui repartent des mêmes fondamentaux, on va dire, dans leur démarche culinaire et qui vont créer ce repas. Donc ça fait partie aussi pour moi de ces moments à vivre. Je pense et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça soit la source, le liège, le corticero, qui est celui qui enlève l'écorce de l'arbre, jusqu'à la production de l'objet au final, en passant par ce robot animé à un moment donné qui défonce le liège. Je trouve que tout ça, c'est des éléments importants et ça ne veut pas dire que je veux. C'est pas une démarche didactique où je suis là pour expliquer comment on fabrique un objet en liège. C'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, c'est toutes les émotions que ces moments traduisent et comment j'essaye de les transmettre dans l'objet. J'avais une petite question après le liège et avant ça le Barro Negro. Quelles sont tes intuitions maintenant sur des prochaines étapes, des prochains volets de Made in Situ, c'est-à-dire t'étais monomatière ou monotechnique, disons, sur ces deux premiers projets. Est-ce que tu as des intuitions, des choses même En fait, c'est une bonne question. Et en fait, heureusement que j'ai des intuitions parce que les projets mènent 2 ans parfois à se faire. On a commencé ce projet il y a 2 ans et demi, oui. Et donc, on avait déjà 4 projets en cours avant de présenter Barro Negro. Le prochain projet est un projet qui est peut-être plus décontextualisé, mais qui est complètement lié aussi au territoire, à la manière de faire. C'est des bougeoirs en bronze. Alors pourquoi des bougeoirs et pourquoi le bronze? Dans ces rencontres fortuites qui se font aussi au travers du cheminement. Je me balade clairement en voiture, on m'amène chez un artisan, j'en rencontre un autre. Il y a vraiment des rencontres qui se font de cette manière et je suis tombé sur une sorte de port de pêche qui s'appelle Péniche, qui est un endroit assez improbable au Portugal où il y a des conserveries, des rochers qui font cette péninsule, ça fait comme une sorte de pic comme ça qui rentre dans la mer, avec une culture de la pêche assez forte. Et au bout de ce pic comme ça, il y a une énorme production d'hélices de bateaux de pêche en bronze. Et je suis rentré donc dans cet atelier et j'ai été fasciné par la matière, par la manière dont il l'a fabriqué, le dessin des hélices qui est complètement dingue parce que c'est un dessin en 3 dimensions, le dessin de l'hélice en fonction de la taille du bateau, en fonction de la pêche qu'il fait, en fonction mais tout ça est calculé sur le papier et non pas avec des ordinateurs. Enfin, ça a été des choses impressionnantes. Et quand j'ai vu ce bronze couler, j'ai pensé à ce qu'on pouvait faire au travers du rapport entre la fusion et le côté solide de l'objet, qui est réalisé par la suite, après que le bronze soit refroidi. Et j'ai tout de suite pensé à la cire d'abeille qui coulait, et donc aux bougies en cire d'abeille. Donc je suis allé voir un fabricant de bougies, par la suite en me disant il faut aller un peu au bout de la démarche, on va essayer d'aller chercher des bougies pour mettre dans des bougeoirs. Et en allant voir mon fabricant de bougies qui est à côté de Fatima, qui est un peu le lourd portugais, j'ai pu voir, enfin c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est que la cire d'abeille venait du Sénégal parce qu'il y avait un vrai problème d'approvisionnement de matière de cire d'abeille au Portugal, du fait justement encore une fois des incendies, de la disparition des abeilles, le frelon asiatique, les maladies, etc. Donc j'ai cherché comme ça l'apiculteur
qui allait me fournir la cire d'abeille pour les bougies que je voulais faire avec le fabricant pour aller mettre dans les bougeoirs qu'on faisait à Péniche. Et en fait, c'est une succession de choses qui ont fait que je me suis retrouvé chez un apiculteur à Nisa qui est dans l'est du Portugal et on est allé ensemble. On a travaillé ensemble sur l'extraction de la cire et c'est lui qui m'a vendu sa cire d'abeille qu'il garde normalement pour refaire des ruches, mais là en l'occurrence il avait un surplus de production et donc il a pu nous vendre cette cire qui nous a permis de faire nos bougies. En allant dans ce village, j'ai rencontré aussi des femmes qui travaillent sur cette technique de Nisa qui est insertion de quartz dans la céramique et qui font un travail merveilleux et qui est l'objet d'un prochain projet qui viendra. Donc à chaque fois, en fait, un projet en appelle un autre et surtout c'est une sorte Donc je vais parler dans ce prochain projet de bronze, de pêche et d'abeilles. Et tout ça va se retrouver. Alors, il n'y a pas forcément de cohérence, mais il y aura un triptyque qui va être clairement présenté au travers du film déjà que l'on produit. À chaque fois, on s'attache vraiment à produire des films. Celui-là est le plus court. Le premier de Barreau Negro dure 12 minutes. On ne pouvait pas vraiment vous le projeter, mais je vous invite à aller le voir sur YouTube. Enfin, je ne sais plus sur quel Vimeo, je crois. Sur notre site Made in Situ, vous avez sûrement le lien. Et voilà.